Merci d'être avec nous sur Al-24 News, au sommaire de l'actualité de ce vendredi 2 février. Agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan 119e jour du génocide fait état de 27 130 martyrs et près de 66 300 blessés. L'UNRWA pourrait mettre fin à ses activités d'ici la fin du mois, faute de financement. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est victime d'une campagne israélienne visant à stopper toute aide ou assistance destinée aux Palestiniens. L'Algérie prend les devants au Conseil de sécurité en vue de mettre fin à l'agression de l'entité sioniste à Gaza en proposant un projet de résolution visant notamment à améliorer les conditions humanitaires. Ahmed Attaf en visite en Tunisie, reçu par le président Kais Saïed, le chef de la diplomatie algérienne, souligne l'entente politique entre Alger et Tunis et leur volonté d'exercer une influence au niveau régional et international. Bonsoir à tous. 119 jours d'agression contre la bande de Gaza. Les bombardements de l'entité sioniste n'ont pas cessé depuis le 7 octobre, faisant à ce jour plus de 27 130 martyrs et près de 66 300 blessés. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants. 13 massacres ont été commis durant les dernières 24 heures, faisant 112 martyrs et près de 150 blessés. Et à Khan Younes, au sud de Gaza, une quinzaine de Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres blessés hier. Les combats font toujours rage. Les forces de l'entité sioniste multiplient les assauts aux alentours des écoles et des hôpitaux, notamment celui d'El Hamel et Nasser, abritant des personnes déplacées. Et les Palestiniens de la bande de Gaza ne savent plus où enterrer leurs morts. À l'hôpital Al-Amal, à Khan Younes, 5 nouveaux martyrs ont été inhumés, ce qui porte à 15 le nombre de martyrs enterrés à l'intérieur même de l'établissement sanitaire. Et le Croissant Rouge palestinien a indiqué avoir récupéré les corps de 6 martyrs dans la banlieue nord du camp de réfugiés de Breij, séparant la ville de Gaza de la région centrale. Les corps ont été transportés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah, au centre de Gaza. Et à Rafah, à l'extrême sud, 4 Palestiniens sont tombés en martyrs lors d'une frappe aérienne des forces de l'occupation sioniste visant une résidence dans le quartier de Nassara. Et dans cette optique, rien ne semble freiner la machine de guerre israélienne dans sa folie meurtrière. Selon des sources médicales, les forces de l'occupation sioniste ont commis 95 massacres depuis l'arrêt de la Cour internationale de justice. Le bilan de ces massacres s'élève à 936 martyrs et 1652 blessés. Dans ce contexte, la pluie et le froid ont exacerbé les souffrances des personnes déplacées à Gaza. Dans les camps de réfugiés, les tentes sont arrachées par les vents violents et parfois inondées par les précipitations. Nous mourrons à cause de ce temps. Ce n'est pas comme si nous vivions dans une maison où nous avons l'électricité ou dans un endroit où nous pouvons être en sécurité. L'eau nous tombe dessus de partout.
Et dans ces conditions extrêmes, l'entité sioniste a fait tout pour empêcher toute aide ou assistance aux habitants de Gaza. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, est à deux doigts de mettre fin à ses activités humanitaires suite à des allégations israéliennes sur certains travailleurs humanitaires. Plusieurs pays, dont d'importants donateurs, ont annoncé suspendre leur financement. Sohila Kilal. Dans le tumulte du génocide sioniste qu'ils subissent depuis 4 mois, les camions de l'UNRWA, chargés d'aide, sont leur seule lueur d'espoir. Telle une bouffée d'oxygène, une bouée de sauvetage qui leur permettait de se maintenir à flot, de ne pas mourir de faim, mais les allégations sionistes mensongères selon lesquelles des membres du personnel de l'agence étaient impliqués dans l'opération Déluge al-Aqsa risquent de porter préjudice à l'avenir de l'UNRWA. Les premières conséquences ne se sont pas fait attendre. Certains pays donateurs ont déjà suspendu un financement d'une valeur de 440 millions de dollars en faveur de l'agence. Regardez nos enfants, regardez nos femmes, regardez nos écoles. Nous avons besoin de nourriture, d'eau, de vêtements. Vous devriez voir comment les enfants applaudissent de bonheur quand ils voient un véhicule de l'UNRWA. Nous n'avons pas eu de nourriture ces derniers jours et les enfants meurent de faim. Les gens sont perdus. L'UNRWA nous fournit même les médicaments. Vous l'aurez compris, les 2 millions de Gazaouis dépendent de l'UNRWA pour leur survie. L'agence onusienne est la plus grande organisation humanitaire dans l'enclave. Sur ses 13 000 collaborateurs, plus de 3 000 continuent de travailler sur le terrain. Ils constituent l'épine dorsale des opérations d'aide humanitaire, tout en gérant au même temps les abris surpeuplés de déplacés et les soins médicaux. Beaucoup d'enfants sont tombés malades pendant la guerre. Il n'y a ni propreté, ni soins. L'UNRWA va-t-elle nous abandonner? Si cela arrive, il y aura la famine et la mort. Nous avons besoin de couvertures et de matelas car il fait froid. Nous avons besoin de vêtements pour nos enfants. En tant que personnes déplacées, nous dépendons entièrement des services fournis par l'UNRWA. 99% des personnes déplacées dépendent de l'aide fournie par l'UNRWA. Certaines personnes souffrent de maladies chroniques et ont besoin de traitements quotidiens qui sont actuellement indisponibles. 75 ans après sa création, l'UNRWA est dans l'œil du cyclone. L'entité sioniste, pour qui aucun stratagème n'est trop atroce pour nuire aux Palestiniens, a décidé de les priver de cette aide précieuse pour les affamer et les condamner à une mort lente et certaine. Le génocide de Gaza dépasse de loin toutes les atrocités jamais commises dans le monde à ce jour. Et heureusement, ce ne sont pas tous les pays qui ont suspendu leur financement à l'UNRWA. La Belgique, par exemple, a annoncé continuer à fournir une aide financière à l'agence onusienne, Bruxelles, qui a par ailleurs annoncé avoir convoqué l'ambassadrice de l'entité sioniste en Belgique après des frappes ayant détruit les bureaux de l'agence belge de développement dans la bande de Gaza. Les habitants de Gaza sont également privés de téléphone et d'Internet. Certains déplacés au sud se dirigent parfois vers la frontière avec l'Égypte pour essayer de capter du réseau mobile d'opérateurs égyptiens, tout en espérant trouver un service sur leur téléphone pour pouvoir communiquer avec leurs proches. Amal Amazian Zitouni. Confrontés au bombardement, privés de tous leurs droits, même les plus élémentaires, les Palestiniens de Gaza sont quasiment coupés du monde. Plusieurs déplacés de Gaza se rassemblent près de la frontière avec l'Égypte à Rafah. Ils essayent d'obtenir un service Internet sur leur téléphone à travers les réseaux égyptiens. Leur espoir est de pouvoir contacter les leurs. Mariam Odeh est l'une des déplacées. Elle parcourt des kilomètres depuis la tente où elle s'abrite afin d'envoyer un message vocal à sa famille, encore à Khan Younes ou ailleurs. Nous sommes une famille séparée. Certains sont venus à Rafah, d'autres sont à Khan Younes. Nous ne pouvons pas communiquer les uns avec les autres. Même notre simple droit à la communication est bafoué. Nous voulons communiquer avec nos proches, les rassurer et leur dire que nous sommes toujours en vie. Que dois-je dire?
Je pleure pour cette situation à laquelle nous sommes confrontés. Ahmed Dabou Daqqa est un autre déplacé de Gaza. Ses proches sont coincés à l'hôpital Nasser à Khan Younes. Pour avoir des nouvelles d'eux, il attend des heures pour échanger des messages car le réseau Internet est très médiocre. Je quitte ma tente, je marche dans le sable pendant longtemps pour venir ici afin de pouvoir communiquer avec ma famille, mes amis et mes proches et les rassurer sur mon état. Le réseau Internet est vraiment peu fiable. Parfois, il faut attendre des heures pour envoyer un message. Hamze Tabas fait également un long trajet pour arriver jusqu'à Rafah afin de contacter sa famille et soulager sa souffrance. Je viens ici près de la frontière égyptienne juste pour avoir du réseau, et le réseau est faible. Je ne peux même pas passer un vrai coup de téléphone, seulement des messages. Ils ravivent l'âme. Depuis le 7 octobre 2023, les services de communication et Internet ont été interrompus à dessein par l'entité sioniste à plusieurs reprises, compliquant également le travail des équipes d'urgence et d'ambulance qui tentent d'aider les Palestiniens. Les forces d'occupation vont plus loin que ça en ciblant délibérément les techniciens de l'opérateur palestinien Paltel lorsque ceux-ci sont déployés à Gaza pour tenter de rétablir le réseau. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a indiqué vendredi que 17 000 enfants palestiniens sont non accompagnés ou ont été séparés de leur famille à Gaza, soumise à une sauvage agression sioniste. En Cisjordanie occupée, seulement 13 000 Palestiniens ont pu accomplir aujourd'hui la prière du vendredi dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa en raison de restrictions des forces de l'occupation sioniste en vue de restreindre donc l'accès à ce lieu saint de l'islam dans la ville d'Al-Quds occupée. Et l'entité sioniste a étendu son agression au-delà de la Palestine occupée. L'armée syrienne a annoncé ce vendredi avoir abattu un certain nombre de missiles israéliens lancés depuis le plateau du Golan visant le sud de Damas. Et dans ses efforts en vue de mettre un terme à l'agression de l'entité sioniste contre Gaza, l'Algérie a distribué immédiatement après une réunion du Conseil de sécurité un projet de résolution aux membres du Conseil où des consultations et des négociations ont commencé sur le contenu de ce projet qui vise à mettre fin à l'agression contre le peuple palestinien, à améliorer les conditions humanitaires à Gaza et à œuvrer pour fournir une aide humanitaire urgente, continue et suffisante à grande échelle à la population civile palestinienne. Détail avec Kherdin Bataj. Pas de répit pour l'action diplomatique algérienne au Conseil de sécurité lorsqu'il s'agit de déployer des efforts en vue d'arriver à un cessez-le-feu à Gaza. Après la réunion consacrée à l'arrêt de la Cour de justice internationale au sujet des crimes sionistes en Palestine, la délégation algérienne a remis aux 14 autres membres de l'organe suprême de l'ONU une proposition visant à adopter une résolution pour un cessez-le-feu humanitaire à Gaza sur la base des dispositions de la Charte des Nations Unies. S'appuyant sur les textes des anciennes résolutions du Conseil sur la situation au Moyen-Orient, et en particulier ceux ayant trait au dossier palestinien, ainsi que l'arrêt de la Cour internationale de justice du 26 janvier dernier, l'Algérie réitère son exigence selon laquelle toutes les parties doivent respecter scrupuleusement leurs obligations vis-à-vis du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne la protection des civils et des biens de caractère civil. La proposition algérienne réitère également le rejet du déplacement forcé de la population civile palestinienne, y compris des enfants, en violation du droit international et du droit international humanitaire. Alger exige la fin de toutes ces violations. L'Algérie réitère par ailleurs son appel en faveur d'un accès humanitaire complet, rapide, sûr et sans entrave à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine
et dans toute la bande d'Oreza pour la fourniture urgente, continue et suffisante de l'aide humanitaire à grande échelle au profit de la population civile palestinienne, conformément au droit international humanitaire et à ses résolutions 2712 et 2720. Enfin, l'Algérie informe les pays membres du Conseil de sécurité qu'elle restera active en ce qui concerne la défense de ce dossier. Et nous évoquions à l'instant la diplomatie algérienne. À ce propos, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu ce vendredi en qualité d'envoyé spécial du président algérien Abdelmadjid Tebboune par le président tunisien Kais Saïed, à qui il a remis un message écrit de son homologue algérien. Une audience à l'issue de laquelle Attaf a souligné l'intérêt de promouvoir réellement les relations algéro-tunisiennes à des niveaux supérieurs, soulignant que sa visite en Tunisie intervenait dans le contexte d'une dynamique très positive qui marque les relations algéro-tunisiennes. Les deux pays qui aspirent aussi à renforcer l'entente politique en vue d'exercer une influence au niveau régional et international. J'ai porté à son Excellence une lettre manuscrite de la part de son frère Abdelmadjid Tebboune, qui tient tout particulièrement à une communication et à une coordination permanente avec son frère Kais Saïed dans le cadre de leurs efforts consentis en vue de porter réellement les relations algéro-tunisiennes au plus haut niveau possible pour le bien de nos deux pays et peuples frères, ainsi que notre région et voisinage. Cette visite en Tunisie en tant qu'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune intervient dans le cadre d'une dynamique très positive et fructueuse que vivent les relations bilatérales, particulièrement après 4 mois de la tenue de la commission mixte de haut niveau qui a connu un succès retentissant en ce qui concerne la définition des domaines de coopération bilatérale. Et toujours dans le cadre de sa visite en Tunisie en qualité d'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a eu ce vendredi également des entretiens avec son homologue tunisien Nabil Ammar. Les discussions ont porté sur les relations de coopération algéro-tunisienne, en particulier les évolutions positives enregistrées durant les 4 dernières années. Dans l'actualité aussi, nouvelle réaction à la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. L'administration américaine a affirmé regretter une telle décision prise par les autorités de transition de Bamako. Nous regrettons le retrait du gouvernement de transition malien de l'accord d'Alger qui a été mis en œuvre pour permettre plus de stabilité pour tous les Maliens et toute la région. Nous restons préoccupés par la résurgence des hostilités et le risque du retour d'une guerre civile impliquant les groupes signataires des accords d'Alger et les autorités de transition maliennes. Allez, direction l'Espagne où le sénateur du Parti populaire, Carlos Floriano, fait lors d'une session du Sénat, le gouvernement espagnol a été interpellé au sujet de ses accointances avec le Maroc dans le dossier sahraoui, à commencer par le revirement historique de Pedro Sánchez exprimé à l'encontre de la cause sahraoui, l'accusant d'avoir tourné le dos à la légitimité du droit international représenté par les décisions des Nations Unies. Quel est le motif pour lequel nous avons changé notre position au sujet du Sahara occidental? Nous l'avons changé alors qu'avant nous étions alignés sur les Nations Unies et maintenant nous ne le sommes plus. Et cette lettre anonyme signée par le président du gouvernement stipule que la solution la plus respectable, la plus réaliste et la plus crédible pour la résolution du conflit est celle que propose Rabat. Mais vous n'avez pas seulement changé la position de l'Espagne, et j'aimerais revenir sur le sommet du 7 avril 2022, en ce qui concerne la réouverture de la douane commerciale à Melilla et la création d'une autre à Ceuta.
Autre chose, lors de ce sommet, le point stipulant que les autorités des deux pays ne doivent pas faire déclarer ce qui pourrait irriter l'autre partie, dans le cadre de la politique de bon voisinage. Le groupe socialiste au Parlement européen, la section espagnole, est allé à l'encontre des critères socialistes de l'ensemble de la Chambre et a voté contre la condamnation du Maroc pour leur violation des droits humains, les agressions contre la dignité de plusieurs journalistes européens, y compris espagnols. Mais les autorités espagnoles n'ont aucune hésitation lorsqu'il s'agit de s'abstenir de revendiquer Ceuta et Melilla. Et au Maroc, à présent, les autorités ont procédé à l'arrestation cette semaine de 30 personnes dans la ville de Fès, où sous multiples chefs d'accusation, dans le cadre d'une vaste affaire d'extorsion, de menaces et de trafic de nouveau-nés, selon l'agence de presse marocaine MAP, des agents des forces de l'ordre, des médecins, des infirmières et d'autres professionnels de la santé figurent parmi les suspects. Ils sont accusés de travailler avec des mères célibataires pour vendre des bébés à des familles désireuses d'adopter. Les agriculteurs toujours en colère en Europe, alors même que les dirigeants européens ont décidé d'allouer 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Ils accusent Bruxelles de réguler au profit, ou plutôt de les reléguer au profit de Kiev. Safouane Ben Sabri. Le bras de fer entre agriculteurs européens et Bruxelles poursuit son cours. En Belgique, en Allemagne, en France, en Grèce et en Pologne, entre autres, les agriculteurs sont dans la rue pour maintenir la pression sur les instances nationales et européennes. Les agriculteurs aux quatre coins de l'Europe dénoncent des conditions d'entrée sur le marché européen trop généreuses pour l'Ukraine et pour le Mercosur. C'est vers Kiev que la colère se tourne. Jeudi, une enveloppe de 50 milliards d'euros a été débloquée pour le conflit ukrainien, une provocation de plus pour les agriculteurs, s'estimant lésés au profit de l'Ukraine. Ainsi, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, de nombreuses protestations répondent à la réponse tant interne qu'externe de l'Union européenne à la guerre en Ukraine. L'Union européenne a réellement essayé de mobiliser les exportations ukrainiennes de manière à fournir une aide à l'Ukraine. Mais cela a provoqué beaucoup de colère et attisé le mécontentement des agriculteurs européens, notamment par peur de la concurrence. L'Union européenne fait donc face à un dilemme, permettre d'une part à l'Ukraine d'écouler ses marchandises agricoles, de l'autre, permettre aux agriculteurs européens de vivre décemment. La Commission européenne tend la main des deux côtés. D'une part, elle prolonge la suspension des droits d'importation sur les produits ukrainiens pour soutenir Kiev. D'un autre côté, elle promet la protection des produits agricoles de l'Union européenne contre la concurrence ukrainienne. Une opposition difficile à tenir, alors que les agriculteurs polonais projettent de bloquer la frontière entre l'Ukraine et la Pologne ce 9 février. Transition toute faite pour parler du conflit en Ukraine. La Russie a annoncé que ses troupes avançaient sur le terrain, précisant avoir repris le contrôle dans de nombreuses régions après l'échec d'une contre-offensive ukrainienne. Après l'échec de la contre-offensive ennemie, les forces armées russes conservent l'initiative stratégique sur toute la ligne de contact. Nos unités avancent, étendent leur zone de contrôle et améliorent leur position le long de la ligne de front. Au cours des opérations actives en direction de Kupiansk, Krasnolimask et Donetsk, les colonies de Veselé, Krokmalne et Tabaïvka ont été libérées. Allez, sans transition, sport-football, direction la Côte d'Ivoire avec le début ce vendredi des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Angola affronte en ce moment même le Nigeria à Abidjan. Le score à la 64e minute est à l'avantage des Nigérians qui mènent 1-0, et ce, avant une autre affiche à 21h, à ce jour, donc à 21h heure algérienne, mettant en prise à MBP la République démocratique du Congo et la Guinée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.